a beaucoup de choses à dire. Non sans que je vous ai donné un rendez-vous, alors pour le coup pas du tout lucratif, on ne s'inscrit pas, on ne paye pas. Chaque année, dans la bonne ville de Trouville-sur-Mer, dans le Calvados, fin septembre, se tiennent les rencontres internationales géopolitiques donc de Trouville. 8 tables rondes sur un week-end, diffusion de documentaires, concerts pour adoucir les mœurs géopolitiques après, 2 grands témoins. Cette année, Pierre Moscovici, Marlène Schiappa, et c'est toujours sur le haut patronage de Jean-Yves Le Drian, qui est un ministre extrêmement sérieux. Je ne suis toujours pas Fayot, et je sais de quoi je parle. Et on a eu pour le coup, on a eu des charlots quand même au Quai d'Orsay, et à la Défense sous la 5e. On est bien d'accord. Voilà, y compris des médecins. Enfin, on s'en fout. Bon. Alors, en tout cas, on a eu des charlots. Lui, c'en est pas un. Et il se trouve qu'en ce moment, ça tombe bien parce que les enjeux, on va les voir ce soir, sont quand même extrêmement importants. Vous venez comme vous êtes, comme dit l'autre. On s'inscrit pas, on paye pas. Si vous êtes à Trouville le dernier week-end de septembre, la thématique cette année sera la suivante: les Méditerranées. Les Méditerranées. Et on va se régaler, ça va être de la très grande géopo, comme chaque année, les 6e rencontres. Premier grand phénomène géopolitique contemporain, l'instrumentalisation du religieux au profit du politique. L'instrumentalisation du religieux au profit du politique. Je n'ai pas dit le religieux ou le spirituel. J'ai dit l'instrumentalisation du religieux au profit du politique. Lorsque Donald Trump, lors de sa première campagne électorale, lui qui n'avait jamais été un pilier d'église, c'est le moins qu'on puisse dire quand même. Il n'a pas lu beaucoup de bouquins, et la Bible, je ne pense pas, parmi ceux qui n'avaient de toute façon pas lu. Bon. Donc, quand il a commencé au milieu de sa première campagne électorale à parler Bible, à parler Jérusalem, à parler prophète et à inviter dans sa campagne les congrégations évangéliques, là, il y a eu un tournant. Et pendant les 4 années de son absence assez totale de magistère, en tout cas de sa présidence officielle, il avait systématiquement autour de lui des évangéliques. Parce qu'il en avait besoin électoralement, et d'ailleurs ça a marché de peu, mais ça avait marché donc il y a 5 ans, okay, et là ça a failli marcher à nouveau. Il avait besoin de ces gens, des conservateurs. Vous comprenez bien que la politique étrangère des États-Unis d'Amérique sera plus ou moins, alors peut-être pas dictée, le mot est fort encore que, sera influencée par la manière dont vous allez traiter différents groupes, différents clans, différentes congrégations, en l'occurrence, et notamment pour les questions proches et moyen-orientales. C'est une évidence, vous avez besoin de ces gens-là. Par conséquent, vous ne pouvez pas ne pas leur accorder quelque chose. Prenez M. Bolsonaro. M. Bolsonaro est lui aussi... Alors lui, non, pardon. Trump n'est rien, idéologiquement parlant. Bolsonaro est un évangélique au dernier degré. Sa campagne électorale a été ce qu'elle a été, ça lui a permis d'arriver au pouvoir. Le Brésil n'est pas un petit pays quand même, c'est pas une grande puissance, c'est une grande puissance régionale, on va dire ça comme ça. Bon. Et ça pourrait potentiellement un jour devenir une grande puissance. Monsieur Bolsonaro mène sa politique intérieure et extérieure de manière littéralement hallucinée. C'est-à-dire que vous ne savez, et je n'exagère pas, vous ne savez pas, et au Quai d'Orsay, il s'arrache les cheveux, on ne sait, j'y suis souvent, je peux vous le dire, on ne sait pas pratiquement d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, ce qu'il va faire. Et surtout, comment il va légitimer tel coup de force qui va nous paraître aberrant pour le chef d'un État puissant et d'un État de droit, d'ailleurs, d'une démocratie. Même s'il donne des coups de canif dans la démocratie brésilienne, globalement, ça reste une démocratie. Prenez Narendra Modi. Monsieur Modi, en Inde, il s'exprime hindouiste, il mange hindouiste, il insulte hindouiste, il câline hindouiste, je n'exagère toujours pas. Il est en train de créer à la tête du BJP, le parti nationaliste hindou, au pouvoir, alors élu et réélu. Là, attendez, là je vous parle que de gens qui ont été élus de manière parfaitement démocratique. Or, Brecht disait quelque chose de très fort. On peut dissoudre une assemblée, mais on ne dissout pas le peuple. On ne dissout pas le peuple. Orban, ça fait la 3e fois qu'il est élu en Hongrie. Le peuple hongrois le veut. Et ça, il est, dans les sondages, il est au top. D'accord ? Ce qui pose un problème tout à fait philosophique. Le peuple peut-il avoir tort ou pas ? Peut-être pas là pour en parler. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec joie ou je tenterai d'y répondre. Enfin, ça pose un vrai problème. En tout cas, je ne parle que de démocratie. L'Inde est une authentique démocratie. Avec des problèmes, il y en a partout des problèmes. Mais Monsieur Modi, il surinstrumentalise
l'hindouisme. Hein. Et derrière, vous avez deux mobiles extrêmement clairs, très intelligents d'ailleurs, extrêmement intelligents d'un point de vue géopolitique. Le premier consiste à dire au Pakistan voisin, qui lui-même est une république islamique depuis sa création en 1947, hein, je le rappelle quand même. Hein, le Pakistan, pas un pays laïque. Hein, bien. Le Pakistan, ça veut dire le pays des purs. Ah oui, les purs. Ah, s'il y a des purs, c'est qu'il y a des impurs, hein, globalement. Hein. Tout étant très relatif sur cette terre de misère. C'est qui les impurs? Les adorateurs de singes et d'éléphants, hein, les Indiens. Voilà. Eux, les purs, c'est les musulmans. Hein. Bien. Donc ça fait 70 ans que ça dure cette histoire. Bah, l'Inde s'y met aussi. Et le Modi dit à sa petite minorité musulmane, donc 190 millions de personnes, toute petite minorité, vous êtes citoyen, certes, vous allez le rester, très bien, il n'y a pas de problème. Ici, c'est l'hindouisme. La religion nationale, je n'ai pas dit la religion d'État, la religion nationale, c'est l'hindouisme. Et le Cachemire, vous savez quoi, vous l'oubliez le Cachemire. Il y a une majorité de musulmans, m'en fous. Ici, c'est l'hindouisme qui domine. Vachement intéressant. Le parti du Congrès en Inde, depuis la création du pays en 1947, ne s'était jamais comporté de cette manière-là. Or, M. Modi a été élu à 2 reprises de manière tout à fait triomphale. Et avant lui, son propre parti, donc le même parti, à la fin des années 90, avait déjà été élu largement. Ok ? Je ne vais pas multiplier les erreurs. Tiens, prenons le cas de la Russie. Intéressant, la Russie. M. Poutine avait exercé pendant pas mal d'années le métier peu recommandable d'officier du KGB. Alors en plus, pas n'importe où, hein, pas à Paname, en Allemagne de l'Est. Donc, vous voyez, c'est du sérieux, quoi, hein, Daloyo de chez Daloyo. Et le Poutine, en 91, comme tout le monde, voilà, 31 décembre, il voit l'URSS qui s'effondre. Le mur s'était déjà effondré 3 ans auparavant, 2 ans et demi auparavant. Monsieur Poutine, non seulement n'a jamais démontré que c'était un pilier d'église, mais alors vraiment, il a envoyé les gens au goulag, les gens qui allaient lier. Monsieur Poutine, lorsqu'il décide d'annexer la Crimée, qu'on verra tout à l'heure sur la carte, c'est pas urgent, il décide d'annexer la Crimée, il convoque, parce que Poutine convoque. Enfin, je veux dire, on peut refuser la convocation. À ce moment-là, il faut se méfier de ses caleçons. Enfin, je veux dire, ça empoisonne, des fois, pas toujours. Ou de la manie de phalloïde si on ne la supporte pas. Donc, le chef de l'Église orthodoxe, c'est-à-dire environ 160-170 millions de fidèles à travers le monde, mais essentiellement en Russie, est convoqué pour bénir l'annexion, enfin, en l'occurrence c'est dans le sens inverse, de la Crimée. C'est fort, ça. Lui, il dit rien. Mais à côté, vous avez le pape, en quelque sorte, enfin le pape en l'occurrence, mais de l'église principale, de l'église orthodoxe, qui bénit. Et lorsque M. Poutine décide d'envoyer des chasseurs bombardiers Sukhoi ramener la paix à Alep, ils apprécieraient la litote, en tapissant de bombes évidemment la ville à la russe, quoi. Il fait bénir le décollage des chasseurs bombardiers Sukhoi par le chef de l'église orthodoxe. Vous imaginez des rafales qui sont bénies en partant au Mali par, je sais pas qui, par l'archevêque de je sais pas qui. C'est ridicule. Mais même Charlie fait ça, c'est même pas drôle, tellement c'est grotesque. Là-bas, c'est pas grotesque. Pourquoi ? Parce que M. Poutine fait du Modi ou du Trump, encore que lui, enfin, il a pas tellement besoin d'être soutenu électoralement, parce que vous n'avez pas intérêt à vous présenter contre M. Poutine. Hein. Donc, bon, alors, il y a des élections, mais de toute façon, il n'y a personne en face. Poutine dit à sa minorité musulmane, ici, c'est l'orthodoxie, ici. Vous ne me la jouez pas de Tchétchénie. Hein. Une fois ça, j'ai tapé, vous avez vu comment ça s'est passé. Et le deuxième mobile, je dis qu'il y avait un deuxième mobile, je vous en parlais tout à l'heure avec Modi en Inde, tout à l'heure, le deuxième mobile, ou la deuxième variable explicative de cette instrumentalisation chez M. Poutine, c'est la Pologne. La Pologne. Moi, je vous garantis que la Pologne qui se trouve, comme vous le voyez ici, en violet, là, la Pologne lorgne sur l'ouest, l'extrême ouest de l'Ukraine, Lvov, quoi, ou Lviv si vous préférez, l'ancienne Lemberg de l'Empire d'Autriche-Hongrie, où on ne parle pas russe, où on n'est pas orthodoxe, mais on est uniate, c'est-à-dire catholique. Les Polonais sont quoi ? Merci. Voilà. Ça, c'est du daté signé, ça. Hein. Et M. Poutine, sur les affaires ukrainiennes, avertit sans aucun humour depuis des années qu'on ne touche pas à l'Ukraine. Mais même l'Ukraine occidentale, on n'y touche pas. Donc vous voyez, la réaffirmation de l'orthodoxie comme religion nationale, pas d'État, nationale, okay, là aussi procède d'une volonté géopolitique extrêmement claire.
Je les fais pas tous, je vous épargne le Proche-Orient, parce que alors là, on baigne dedans depuis très longtemps. Monsieur Erdogan le joue aussi, hein, en Turquie, encore que lui, il croit beaucoup quand même, hein, à ce qu'il raconte. Bref, on est là sur un phénomène qui, me semble-t-il, est extrêmement préoccupant. Pourquoi ? Parce que cela aggrave la potentialité conflictuelle, cela accroît l'acuité des conflits qui sont déjà parfois sous-jacents ou qui existent déjà. Okay ? Si vous vous mettez à une table de négociation de manière pragmatique, en disant voilà mes intérêts bien compris, voilà comment je les vois, je demande ceci et cela et voilà quelle est ma ligne rouge, à toi de parler. Si vous ne faites intervenir dans la négociation que du je, que du nous contemporain, vous ne créez pas de sacralité. Si vous dites, de toute façon, cette ligne rouge, je ne peux pas revenir dessus, désolé, c'est Dieu, ou c'est nos prophètes, ou c'est mes ancêtres, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous comprenez ? Donc là, vous, encore une fois, vous accroissez la difficulté future à modifier votre ligne rouge. Okay ? Ça, c'est le premier point, le premier phénomène géopolitique contemporain lourd. Le deuxième, qui nous concerne plus directement encore en France, en Europe, mais en France en particulier, c'est l'effondrement géopolitique du monde arabo-musulman. Le monde musulman, c'est 57 États, réunis dans l'organisation de la conférence islamique, dirigée par le roi du Maroc, statutairement, puisqu'il est descendant du prophète. Bon. Alors, je ne vous les fais pas tous, de toute façon, vous les connaissez, vous les voyez, mais bon, voilà, ça va du Maroc et de la Mauritanie, okay, extrême ouest du continent nord africain, jusque et y compris à l'Indonésie, puisque les grandes masses musulmanes ne se trouvent évidemment absolument pas au Maghreb ni au Proche-Orient, mais elles se trouvent évidemment en Asie du Sud, Pakistan, Bangladesh, en Inde, je vous l'ai dit, et évidemment en Indonésie, hein, et dans une moindre mesure ici au Nigeria. 57 États, environ 1,8 milliard de personnes, 90% de sunnites. 90% de sunnites. En France, il n'y a pratiquement que des sunnites, pour une raison très simple, c'est que les citoyens français de culture, de confession ou d'origine musulmane ont des parents, des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui proviennent d'Afrique, ou d'ailleurs de Turquie, mais ça ne change rien. En Afrique, il n'y a que des sunnites. Donc, en France, c'est... les chiites, vous ne les trouvez qu'au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, ici, donc avec évidemment l'Iran, puissance tutélaire du chiisme, majorité de chiites en Irak, au pouvoir sur ce qui reste, hein, parce qu'il a un peu tout cassé quand même, le camarade Assad. Hein. En Syrie, on a affaire à un pouvoir très minoritaire chiite, et Azerbaïdjan ici. Voilà. Les autres États de la région abritent des minorités chiites. Mais là où ils sont majoritaires, ce sont les États que je vous ai montrés, où ils sont au pouvoir. En Syrie, ils sont minoritaires, mais ils sont au pouvoir. Je vous le fais très très court, mais entre chiites et sunnites, au fond, il y a moins de divergences et de différences spirituelles et théologiques qu'il n'y en a eu, ou qu'il y en a, entre catholiques et protestants, au XVIe et XVIIe siècle, ou encore, a fortiori aujourd'hui. C'est-à-dire que ça porte essentiellement, on n'a pas le temps de nous appesantir là-dessus, mais ça porte essentiellement sur le statut théologique d'un des 4 salafs, donc d'un des 4 compagnons du prophète, après sa mort en 632, c'est-à-dire Ali. Bon, les chiites vénèrent Ali, qui était le seul des 4 compagnons du prophète à être de sa famille. Okay, les sunnites considèrent qu'Ali est un personnage tout à fait important, formidable, mais qu'il ne faut pas l'idolâtrer. Et l'idolâtrie dans l'islam, je ne vous le recommande pas. Donc ça, vous avez un premier, dans ce monde musulman, vous avez un clivage qui est devenu littéralement guerre, en réalité, entre d'un côté les chiites, d'un autre côté les sunnites, avec les 2 puissances tutélaires respectives, l'Iran pour le chiisme et l'Arabie saoudite pour qui le souhaite, qui le prétend. Là, il n'y a pas de concurrence, mais pour l'Arabie saoudite, vous avez d'autres pays qui prétendent à pouvoir, notamment la Turquie maintenant, à pouvoir incarner le sunnisme. Okay, et ces dernières années, ça reste d'ailleurs extrêmement violent. On assiste à une véritable guerre froide, au sens où les Iraniens et les Saoudiens ne se battent pas ensemble. Okay, jamais les Américains n'ont rencontré des Soviétiques sur un champ de bataille, et vice-versa, jamais. Cherchez pas, jamais. Okay, là, c'est pareil. En revanche, chacun joue sur des minorités ou sur des États alentour et en l'espèce de revers, hein, pour mieux affaiblir l'autre. Donc en cela, c'est une véritable guerre froide. Ça, c'est le premier gros clivage au sein du monde arabo-musulman. Et
Le deuxième, c'est celui qui prévaut, mais depuis très longtemps, entre nationalistes et islamistes. Bon, alors personne n'est assez ici, personne n'est assez, je veux dire, assez grand, assez âgé pour avoir connu Gamal Abdel Nasser et les années 70 et 80 encore dans ce qui était encore la belle époque du monde arabe nationaliste, hein, de la notion de watan, de nation. Le nationalisme n'est pas en chute libre, mais enfin il est considérablement affaissé par rapport, bien évidemment, à l'islamisme, qui est un concurrent absolument redoutable. On y reviendra si vous avez des questions là-dessus, j'insiste pas. Mais vous voyez, on a un double clivage extrêmement dur au sein du monde musulman. Maintenant, pourquoi j'insiste sur le terme effondrement du monde arabo-musulman? Parce que le monde arabe, lui, ce ne sont que 22 États, ok, un peu plus de 350 millions, bientôt 400 millions de personnes. Là, pour le coup, ça va du Maroc au Yémen, enfin à Oman, ici à l'Irak, d'accord, en passant bien sûr par non pas par le Sahel, hein, pas par le Sahel, mais par l'Afrique du Nord, les États d'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Et là, avec le printemps arabe, on peut remonter un peu plus loin d'ailleurs, hein, avec l'opération Restore Hope, Chute du Faucon Noir, pour ceux qui ont vu le très beau film de Scott, la Somalie s'effondre déjà en 91-92. La Somalie est un État arabe. S'effondre littéralement. Et à partir de là, vous avez l'effondrement de l'Irak 2003. Les Américains ont un peu aidé. Bon, enfin, c'était déjà un État qui était déliquescent depuis 91, mais avec l'opération contre le Koweït. Mais l'Irak ensuite, puis le Sud-Soudan, qui se détache du Soudan en emportant le pétrole. Parce que le Soudan sans le Sud-Soudan, si vous voulez, il faut aimer le désert, pas grand-chose. Hein. Donc, et ensuite, bien sûr, le printemps arabe 2011-2012, où là, vous avez effondrement du Yémen, effondrement de la Libye, okay, effondrement de la Syrie, même s'il y a toujours un pouvoir en place, et affaiblissement considérable sur le plan politique et économique, surtout avec un baril de brut qui, dans le même temps, sur la dernière décennie, a baissé, sans doute de manière assez pérenne, je ne suis pas prophète, mais enfin, et qui gêne là aussi considérablement certains États arabes fournissant exportateurs de pétrole. Pourquoi je vous parle d'un véritable effondrement? Parce que non seulement le monde arabe est lui aussi concerné par ce clivage sunnite, chiite, nationaliste, islamiste, okay, mais il est touché par ce qui a prévalu pendant des siècles et des siècles dans le monde arabe. Ibn Khaldoun en parle déjà bien au XIVe siècle. Le clanisme, ou si vous préférez le tribalisme. La notion de nation a été importée depuis la France et l'Allemagne, mais surtout depuis la France. Nation, c'est Valmy, c'est 1792. Hein. 15 septembre, c'est daté, hein. Donc la nation. Ici, on vit encore la nation. Moi, j'en suis extraordinairement satisfait. Bon, la nation, on l'a exportée dans le monde entier avec des succès divers. Dans le monde arabe, ça a pris avec notamment donc Nasser et tous ces gens-là, plus ou moins Kadhafi première époque, Assad encore aujourd'hui prétendument, etc. Bon, et puis ça s'est effondré sous les coups de l'islamisme, je vous le disais, mais aussi du clanisme. On revient à ce mode ancestral mais pluriséculaire. Hein, de rapport de force entre les collectifs au sein d'une cité. Le clan ou la tribu, c'est-à-dire un ensemble de clans, qui lui-même est un ensemble de familles matrimonialement liées. Et on en revient à ça. Et aujourd'hui, dans une grande partie du monde arabe, plus que dans d'autres pays musulmans non arabes, il y a implosion ou atomisation des formes de pouvoir et des acteurs de terrain. Mais dans le même temps, naissent pas, se développent ou se surdéveloppent des titans. Alors, titans économiques seulement, tiens, c'est la transition toute trouvée avec ma troisième point, des titans seulement économiques, malheureusement, seulement économiques pour l'instant, avec l'Europe. Enfin, l'Europe, c'est quand même extrêmement costaud économiquement, et si on prenait garde à ne pas oublier la géopolitique, on pourrait parfaitement incarner une très très grande puissance. Là-dessus, je vais en parler maintenant. Bon, les États-Unis, titans, qui ne s'affaiblissent pas, pas raconter n'importe quoi, hein. Ils s'affaiblissent relativement à la montée en force d'autres États, notamment la Chine. Mais enfin, dans l'absolu, je peux vous dire que ça reste tout à fait considérable. La Chine, bien sûr. Demain, sans doute, l'Inde, qui a tout pour. Le Brésil, peut-être, on verra bien. Bon, alors l'Afrique, c'est beaucoup plus compliqué. L'Australie, qui a vocation à devenir une grande puissance. Enfin, l'Australie est en train de fulgurer. Il faut être sérieux. Bon, et à côté de ça, vous avez un monde arabe qui est excessivement divisé, déchiré, et en fait plus que jamais, parce qu'il en revient à une forme d'exercice de pouvoir qui ne peut en aucun cas, rivaliser, ni économiquement, ni diplomatiquement, ni bien sûr militairement, avec les titans de demain.
Et ça nous touche directement. Parce que l'effondrement du monde arabo-musulman, et notamment du monde arabe, ça provoque des frustrations d'une grande partie de la jeunesse dans ces pays-là. Et puis ici. C'est ce que l'appelle la captation identitaire. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes gens, y compris des gens qui sont nés en France, des gens qui sont nés en Belgique, des gens qui sont nés en Allemagne, d'accord, dont les parents, parfois seulement les grands-parents, proviennent de pays arabes et qui sont en manque d'identité. Et là, on va récupérer ce qui est un peu à la mode, c'est-à-dire les bobards des frères musulmans et des salafistes. Je n'ai pas dit de l'islam, j'ai dit des frères musulmans et des salafistes, qui sont des confréries extrêmement dangereuses, qui sont extrémistes, et je le dis avec d'autant plus de force et de vigueur que les frères, les Ikhwan, sont interdits dans plusieurs pays musulmans eux-mêmes. Ça va, quoi. Ils savent de quoi il s'agit, quand même. Hein. Voilà. Oui, mais ça, avec Laurent, il m'invite, moi je parle, hein, vous comprenez, c'est pas... Enfin, l'Union européenne. L'Union européenne, notamment face à la Chine, mais pas seulement. L'Union européenne, c'est un OPNI, un objet politique non identifié. L'Union européenne, les fondations, je ne vais pas vous les refaire, parce que vous avez tous entendu parler de la CECA à l'époque, puis vous avez tous des bonnes études. Bon. Et en 1957, traité de Rome, très bien, Maastricht, ensuite, plein de traités constitutionnels, etc. La vocation, elle était commerciale et économique. Eh bien, ça a été réussi. Et de ce point de vue-là, ça a même été réussi, au fond, au-delà de ce qu'on pouvait, de ce que les fondateurs pouvaient espérer. Je crois pouvoir objectivement le dire. À mains égards, on pourrait après discuter de plein de choses, mais notamment des normes et tout, de l'administration, tout ce qu'on veut. Globalement, ça a vraiment bien marché. Maintenant, le problème, c'est que le monde, il est resté géopolitique. Et nous avons cru, nous, pas moi en géopolitique avec Yves Lacoste, 93 ans, frais comme un gardon. Non, évidemment, fondateur de la revue Hérodote. Voilà, je l'ai dit. Donc, depuis 75, Hérodote. La plus vieille revue géopolitique au monde, trimestrielle, que je vous recommande. Non, évidemment, on ne l'a jamais cru. Les frontières, ça reste, ça revient, et ça revient plus fort que jamais. Je précise, je vous rassure, que je vous donnerai une bonne nouvelle après, à la fin. Mais c'est qu'à la fin. Donc, si je vous donne au début, c'est pas drôle, après vous allez vous barrer. Les frontières, plus que jamais d'actualité. J'ai pas dit les fronts, j'ai dit les frontières. Permet de vous indiquer, mais vous le savez, qu'entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg, il y a encore une frontière. Pourtant, on n'est pas très vindicatif. Bien. Donc je parle bien de frontières, de souveraineté, etc. On revient plus que jamais à ces éléments-là. Donc maintenant, le choix, il est assez clair. Soit l'Union européenne parvient à franchir un nouveau cap. Alors attention, pas un nouveau cap économique, pas un nouveau cap commercial, normatif, ça c'est très bien, ou industriel, ce serait formidable, mais ça c'est pas ça. Un nouveau cap d'une autre nature. Autrement dit, soit l'Union européenne ne se contente plus de sa dimension originelle, réussie, mais exclusivement sociale, économique, de plus en plus financière, commerciale, mais bascule dans autre chose, c'est-à-dire accepte d'assumer la dimension géopolitique, c'est-à-dire le hard power, c'est-à-dire des sous-marins nucléaires d'attaque. Voilà. Voilà. Et le coût humain, moral, budgétaire, j'aurais dû commencer par ça, qu'il faut assumer lorsqu'on assume du hard power. Parce que la dissuasion, ça ne se fait pas qu'avec des prières. Le Dalai Lama, il a essayé avec les Chinois. Il a arrêté, il a démissionné. Bon, donc, un prophète qui démissionne, c'est assez rare pour pouvoir être... C'est que vraiment, il n'avait aucune chance. Soit donc, comme le dit Jean-Yves Le Drian, en permanence, partout, sur tous les supports, l'Europe doit être géopolitique. Donc, soit l'Europe devient, elle aussi, géopolitique, soit pas. Alors, si c'est pas, moi, je crains la chose suivante. C'est que nos camarades de combat... C'est comme ça qu'ils s'appellent, pourquoi je ne dirais pas. Je vous rappelle que la Chine est officiellement communiste. Oui, ça fait sourire, mais après tout, ils s'appellent communistes. Je les appelle communistes, je dis. Donc si on ne le fait pas, la Chine va poursuivre son objectif, qui est un objectif extrêmement clair, ouvert, parfaitement assumé, totalement assumé, qui consiste dans le retour donc de la Chine, de l'Empire du Milieu, au rang de première puissance mondiale. Je n'ai pas dit l'accession à, j'ai dit le retour. C'est substantiellement différent, parce que les Chinois considèrent
ce qui d'ailleurs n'est pas idiot historiquement. Ouais, on peut toujours discuter, enfin, on peut toujours débattre, mais ils ne débattent pas. Qu'au fond, la Chine, lors de notre Moyen-Âge, c'est surtout l'époque des Ming, hein, bon, notamment, donc on est sur du 14e, 15e, fin de notre Moyen-Âge, notre Renaissance, si vous voulez, a été la première puissance mondiale. Alors on peut toujours discuter, c'est très compliqué de l'affirmer, mais enfin, puis le PIB, ça n'existait pas. Bon. Puis il n'y avait pas beaucoup d'interactions avec nous, surtout ça qui nous a protégés, c'est la géographie surtout. Bon. Et le fait que les Ming brûlent leurs vaisseaux, et aient vachement peur de la rencontre, du contact avec d'autres civilisations. Donc ils ont brûlé leur vaisseau. Alors qu'il est totalement vraisemblable que les Chinois aient, avant les Portugais, hein, et les autres Européens, quelques dizaines d'années avant, un petit siècle avant, fait une bonne partie de la planète et débarqué dans plein de continents. C'est-à-dire que, notamment dans ce qui est aujourd'hui la Californie. Le visage du monde aurait totalement... c'est bon, on ne refait pas l'histoire, mais intéressant ça. Donc du coup, ça... plus cette réalité à leurs yeux, plus une réalité incontestable, historiquement incontestable, assez désespérante à leurs yeux, pour laquelle ils entretiennent une vraie rancœur. Les guerres de l'opium et les Européens qui, pendant un peu moins d'un siècle, en fait c'est de 1835-40 à la Révolution, Sun Yat-sen c'est 1911, bon, ont tenté, les Occidentaux, ils mettent les Russes dans le paquet, les Américains bien sûr là-dedans, mais surtout les Européens, nous avons tous tenté, quasiment tous tenté, même les Allemands, enfin les Britanniques bien sûr, les Français, de plier la Chine à nos volontés, et notamment à nos volontés les plus commerciales. Je vous rappelle les deux guerres de l'opium, et on est quand même obligé à se droguer. C'est quand même, faut le faire quand même, à acheter leur propre drogue, parce qu'elle était produite en Inde. L'Inde, ça rapportait aux Anglais. Non, mais vous voyez, bon, c'est compliqué. Donc là, on brûle leur palais d'hiver à Pékin. Enfin, c'est pas rien quand même. Hein. Donc de ce point de vue-là, au fond, ce qu'a fait Mao et ce que font depuis ses successeurs, c'est pas du communisme, complètement, c'est pas le problème. C'est le meilleur véhicule en termes de revanchisme, à leurs yeux. Et c'est vrai. Et du coup, le pouvoir chinois est très nationaliste et très revanchiste. Vous voyez, quand vous conjuguez un revanchisme sur des temps très longs, un vrai nationalisme qui n'est pas uniquement chinois. En France, on a été très nationaliste pendant longtemps, certains le sont encore, d'ailleurs je suis très extrêmement patriote, mais après on peut toujours discuter de savoir ce que c'est que le nationalisme. Mais enfin, l'Allemagne ne nous en parle pas. Bon. Et un autoritarisme extrêmement fort, extrêmement dur. Si vous ajoutez à tout ça un niveau de technicité qui a toujours été extrêmement élevé en Chine. Hein. Enfin, je veux dire, eux prétendent qu'il y a 2500 ans, ils ont créé la poudre. Je ne sais pas, j'étais pas là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'enregistrement. Globalement, ça fait longtemps. Et c'était avant nous, hein, avant Crécy. Hein. C'était avant 1346. Bon, donc, oui, très haut niveau de technicité, valorisation du savoir technique. Quand vous conjuguez tout ça, c'est un titan, quoi. Très grande puissance. Alors, moi, je n'ai rien contre la Chine, et j'ai rien, bien sûr, contre la Russie, ni contre personne. Mais moi, je n'ai pas envie, en tant qu'Européen et Français, de me faire dicter ma volonté par des gens d'où qu'ils proviennent, et quelle que soit leur rancœur. Entre parenthèses, moi, mes grands-parents, ils arrivent ici en 1923. Donc moi, j'ai colonisé personne, ni la Chine, ni rien d'autre. Donc, si on veut réellement établir un rapport de force, prenez-le bien. Un rapport de force au sens le plus pondéré, le plus, sempiternel du terme. Tout n'est que rapport de force en société. Bon. Mais il ne dérive presque jamais en usage de la force brute, ces rapports de force. En général, on discute, on négocie, on est dans le social, on est civilisé. Eh bien, on a intérêt à leur montrer qu'on n'est pas d'accord. Mais leur montrer qu'on n'est pas d'accord avec des prières ou avec des bons sentiments, c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. C'est juste ridicule. Pas seulement contre les Chinois. Mais là, en l'occurrence, c'est eux qui prennent du poil de la bête. Vous voyez ? Et là, les Européens, ils ont, mais tout, quoi. Tout. On a la démographie pour, on a le niveau d'ingénierie, j'allais dire d'ingéniosité, je sais pas, d'ingénierie pour, en civil et en militaire, on sait tout faire. On sait tout faire. Et on a les finances, enfin pas nous Français bien sûr, mais quand les Allemands veulent bien nous aider au Mali, non ils veulent pas. Alors attendez, bon, écoutez, hein, sur l'Europe en tout cas, voilà, le tandem Macron-Merkel quand même a réussi un truc l'an dernier qui est quand même pas mal. On peut toujours discuter. On a tout pour. Maintenant, il manque une chose, c'est la volonté. On l'a ou on l'a pas. On l'a pas, tant pis pour nous.
On l'a pas. Moi, je ne crains pas du tout une invasion. Rassurez-vous, je parle pas de guerre, je parle pas d'invasion. Les Chinois font très rarement la guerre. La dernière fois qu'ils ont fait la guerre, c'était en 79 au Vietnam. Ils sont revenus à poil. Depuis, ils font vachement gaffe. En même temps, le Vietnam, il n'y a plus d'humour depuis très longtemps, la guerre. Donc, bon, ils aiment pas trop. Mais en revanche, il faut voir la manière dont ils ont progressé en Afrique ces dernières décennies, ces dernières années, mais vous le savez très bien, la manière dont ils ont progressé en mer Rouge avec Djibouti, la manière dont ils progressent maintenant en Méditerranée, alors je mets le Portugal en Méditerranée par extension facile, en Italie, en Grèce bien sûr, avec le port du Pirée, etc. Attendez, je veux dire, c'est pas des dépenses somptuaires hein, auxquelles ils consentent. Hein. Ce sont des dépenses de nature stratégique. Okay, donc là, et je vous épargne l'ancien aéroport de Châteauroux. Bon, donc il y a un moment où soit on se pense européen, soit pas. Si c'est pas, on laisse tomber. Si on se pense comme européen, la deuxième étape, c'est bon, bah maintenant on met les billes qu'il faut pour, et on mutualise pour. Et on a bien vu qu'avec l'affaire du Covid, j'ai un certain nombre de secteurs qui nous paraissaient plus du tout stratégiques sont quand même finalement ont démontré que le Covid a démontré qu'un simple masque pouvait devenir un élément stratégique très important et qu'il fallait éventuellement pouvoir rapatrier quand même certaines compétences. Moi, je ne saurais pas, parce que je suis une bille, mais vous voyez, fabriquer un masque en tissu, hein, voilà. Oui, mais voilà. Sauf que pendant 6 mois, on ne les avait pas. Et on a considéré que c'était stratégique, on ne les avait pas. Je voudrais conclure pour vous laisser la parole avec, oui, alors 2 points. Et je finis par la bonne nouvelle. Le premier des 2 points, en fait, c'est une définition. Moi, je vais vous donner une définition. De la puissance. En fait, quand on parle géopolitique, on ne parle pratiquement que de ça. On ne parle que de puissance. Rares sont ceux qui, à mon sens malheureusement, donnent de la chair à ça. Vous savez, Reverdy a dit il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Bon, il n'y a pas de puissance avec des preuves de puissance. Quand on me dit ouais, mais la France c'est ou c'est pas une puissance, vas-y, qu'est-ce qui te fait dire ça? Puis alors en général, vous trouvez des choses extraordinairement floues et évanescentes derrière. Bon, et je vais vous donner une définition qui, à mon avis, je peux me tromper, qui, à mon avis, doit pouvoir vous intéresser, vous, en tant que femmes et hommes d'entreprise et d'économie, et pas du tout des officiers. Je ne m'adresse pas, je sais très bien, je ne m'adresse pas à des officiers ou ni à des diplomates. En tout cas, pas de diplomate, au sens étymologie du terme. La puissance, c'est faire faire, c'est empêcher de faire, et c'est refuser de faire. Faire, empêcher de faire, refuser de se faire. Maintenant, vous trouvez, et je parle devant témoins d'extrêmement bonne moralité, Laurent et Philbert, vous me trouvez une meilleure définition, un chocolat chaud au café de Flore. Il est cher, hein, donc vous y perdez pas au change, hein, ok? C'est pour moi, je régale. Faire, empêcher de faire, refuser de faire. Okay. Ça, demandez-vous, c'est une suggestion parfaitement humble hein, que je vous propose comme ça, demandez-vous avant une initiative d'envergure, d'importance, à la tête de vos boîtes respectives. Relativement, parce que tout est toujours relatif, je l'ai dit, relativement au fisc, pourquoi j'ai commencé par ça, à vos concurrents, à vos partenaires, en interne aux syndicats, à vos concurrents, que sais-je encore, demandez-vous ce que vous êtes capable à un moment M de faire, d'empêcher de faire et de refuser de faire. Hein, ça, c'est quelque chose qui me paraît extraordinairement important à savoir lorsqu'on fait de la géopolitique sérieusement. Maintenant, et c'est promis, je me tais pour qu'on ait le temps de discuter, j'ai une très très bonne... Pardon? Oui, je sais très bien que... parce que de toute façon, vous êtes là jusqu'à minuit, vous le saviez, hein, on débat jusqu'à minuit, et après vous mangez. C'est ça que tu viens de me dire. Là, vous commencez à haïr Laurent, là, vous dites non, c'est pas vrai, non. Non, mais je sais bien. Non, mais pour vous prépariez ensuite les questions, c'est-à-dire qu'on mange pas trop tard non plus, quoi. J'ai une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle est la suivante. En 2020, en juin 2020, il y a eu une guerre. Voilà. C'est une bonne nouvelle, hein. Et le fait que vous ne sachiez pas entre qui est qui, plutôt le fait que vous fassiez des gros yeux étonnés lorsque je vais vous dire entre qui est qui. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que vous ne l'avez pas su.
Si vous ne l'avez pas su, c'est que globalement, bon, ça n'a pas été apocalyptique, on est bien d'accord. Eh bien, c'est ça la bonne nouvelle. Alors, maestro, la carte. Vous voyez, la Chine, c'est pas petit, hein, c'est pas le Zimbabwe. Hein. Vous voyez l'Inde. En juin 2020, il y a une guerre entre l'Inde et la Chine. Voilà, voilà, voilà. Donc moi, je pense que si j'étais venu en mai 2020 et que je vous avais dit, mais vous savez, si un jour il y a une guerre entre l'Inde et la Chine, ah bah oui, bah vous m'auriez dit, oh là là, voilà, c'est l'apocalypse nucléaire. D'abord parce qu'au vrai sens du terme, ce sont deux grandes puissances nucléaires, enfin pourvues. Bon, et puis ils ont les vecteurs, ils ont tout ce qu'il faut. Donc bon, ensuite, alors démographiquement, c'est 2 fois 1,4 milliard. Enfin, c'est catastrophe totale. Quoi. Enfin, oui, c'est juste l'apocalypse, quoi. Et ben ils se sont fait la guerre, vous ne l'avez pas su. Il y a eu plusieurs blessés. Je crois, alors on n'a pas la certitude, mais je crois qu'il y a eu, a priori, d'après ce que j'entends dans les milieux que je fréquente, il y a eu même quelques tués, malheureusement. Et il y a eu plusieurs blessés ou plusieurs dizaines de blessés. Ça n'est pas allé plus loin. Parce que cette guerre, elle a été faite avec des barres de fer, avec des pierres, avec des cailloux, des boules de neige et des tasers. On est à 4005. Alors bonjour pour courir à 4005. Moi déjà, ici sur une plage, je ne cours pas. Donc, alors moi, je veux bien qu'ils soient bien formés, les soldats indiens et chinois, mais enfin bon. La dernière fois qu'il y a eu une guerre entre l'Inde et la Chine, c'était en 62. La Chine a gagné et elle a remporté ici ce petit territoire. Bah, exactement, là, le grand glacier du Chine, un petit territoire, c'est grand, mais bon. Et il n'y a rien, on est à 4000, 5000, 6000, enfin bon. Et régulièrement, depuis, il y a des barrages d'artillerie. Bon, je ne sais pas où les obus tombent, 5000 mètres. Bon. Et chacun, et l'Inde essaye de récupérer, sans faire réellement sérieusement, évidemment, la guerre, parce que sinon c'est l'apocalypse. Et là, la tension était extrêmement forte. Et on s'est battu à coups de taser, à coups de pierre. Il y a eu des soldats indiens qui ont chuté, qui ont été gravement blessés ou qui ont pris des embolies pulmonaires. Donc malheureusement, il y a eu plusieurs tués. Mais on est passé à côté de la supra-apocalypse. Et pourquoi on est passé à côté? Par chance? Non, la chance en géopolitique, c'est comme aux échecs, ça n'existe pas. Au risque, oui, au dé, oui, pas aux échecs, ça n'existe pas. Ça n'a aucun sens. La chance, ça n'existe pas. Chacun prend sa décision, il n'y a pas de chance. Donc, sous Napoléon, peut-être, il pleut pas, la veille, les canons avancent ou pas, ouais, bon, admettons. Là, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Donc, c'est pas de la chance. Dieu, je vous laisse totalement libre de considérer que Dieu a pu jouer. Je respecte beaucoup les gens croyants, dont je ne suis pas, mais je respecte énormément les croyances. Je ne sais pas, moi je ne suis pas compétent pour parler de Dieu. En revanche, je sais quelque chose de très objectif. C'est que dans l'accord de cessez-le-feu de 1962, lorsque donc la Chine avait gagné, et là il y a eu vraiment des combats, gros combats. À l'époque, ils n'avaient pas encore la bombe, heureusement, ni l'un ni l'autre, mais enfin, c'était des vrais combats. Eh bien, comment dirais-je, une clause avait été établie interdisant, non pas la guerre, ces deux pays ne sont absolument pas en paix, il n'y a pas de traité de paix, et surtout pas sur le Cachemire. Okay, mais une clause avait été établie en vertu de laquelle on n'avait pas le droit, s'il y avait guerre, de faire usage du feu. On n'avait pas le droit d'ouvrir le feu. Donc les mecs, ils se battent au taser, quoi. C'est génial, quoi. Pourquoi c'est génial? Parce que ça illustre quelque chose qui existe, et me semble-t-il, qui prévaut de plus en plus ces dernières années sur notre planète, c'est-à-dire une dissuasion qui n'est plus seulement américano-soviétique, il n'y a plus d'URSS, bon. Donc, mais qui est une dissuasion qui a été multipliée, qui a été atomisée. C'est-à-dire qu'en fait, entre le Rwanda et le Burundi, je peux vous garantir qu'on ne s'entend pas tous les jours, c'est même le moins qu'on puisse dire, et je vais vous... Rwanda et Burundi, on en parlera entre minuit et 4h du mat pour la première session de ceux qui sont on ne s'attaque pas. Des bisbilles, des frictions diplomatiques, économiques, énergétiques, voire militaires, moi je peux vous en donner plusieurs dizaines, je n'exagère pas, des centaines peut-être pas, mais en tout cas beaucoup de dizaines. Okay, pas le temps, mais on ne se bat pas. La dernière fois qu'il y a eu un combat dur, une vraie guerre, je suis très triste de l'issue de cette guerre, mais enfin je ne veux pas paraître partisan, c'était entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, en octobre dernier. Il y a un peu moins d'un an. Bon, c'est ici. L'Azerbaïdjan qui a vaincu l'Arménie pour la possession du Karabakh, qu'on voit ici très, très enlinéamment. Oui, mais non.
nuance par rapport à ce que je vous dis. C'est vrai que c'était une guerre traditionnelle, à l'ancienne, classique. Bon, l'Azerbaïdjan a gagné, l'Arménie l'a reconnu. Bon, c'est à l'ancienne. Hein, bon. Sauf que chez les vainqueurs comme chez les vaincus, personne n'a fait décoller ce dont ils disposaient tous les deux, c'est-à-dire des chasseurs bombardiers. Il y a un moment où celui qui est en train de perdre, vous pouvez vous imaginer que dans son jeu, je sais pas, vous jouez, je joue pas tellement aux cartes, vous jouez puis vous perdez, il y a un moment où vous allez jouer au moins, vous avez un joker ou un as, enfin, qui vous reste, sinon de toute façon vous perdez la partie, c'est sûr. Vous jouez le tout pour le tout. Non, parce que le tout pour le tout à ce moment-là, c'est la table qui est renversée. Et c'est extrêmement violent à ce moment-là. Personne n'a utilisé de chasseur bombardier. Ni les vainqueurs, ni les vaincus. C'est dingue, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a décidé. C'est pas une question de chance ou de malchance. Oh non, j'ai oublié qu'on avait des avions. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc on a décidé de part et d'autre, vraisemblablement d'ailleurs, en discutant par un canal, peut-être français d'ailleurs, par un canal secret, en parlant bien sûr à Moscou, parce que celui qui siffle la fin de la cour de la récréation, c'est évidemment M. Poutine. Dans toute cette région, on a décidé de ne pas utiliser ces armes qui risquaient d'augmenter, de monter ce conflit qui était quand même très localisé et dont l'enjeu était une espèce de lande située à 1005. Le Karabakh, j'y suis allé, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde. Hein, vraiment pas grand-chose. En termes de ressources commercialisables, je ne vous raconte pas, il n'y a rien. Bon, donc surtout, c'est très symbolique. C'est identitaro-symbolique, si vous voulez. Bon, donc je ne dis pas que c'est négligeable, ni pour les Azéris, ni pour les Arméniens, mais n'empêche que on a décidé de rester y compris le vaincu, quand il savait que ça y est, que c'était ça, ou il tentait le tout pour le tout, ou sinon il perdait, quoi, le territoire. On a décidé de ne pas faire intervenir ces armes-là. Ça veut dire que la dissuasion, elle est très forte ces dernières années, ces dernières décennies. Je dirais même que, quelque part, la dissuasion, elle s'accroît sur l'ensemble de la planète. Et la raison n'est pas seulement le risque ou la menace de perdre énormément, parce que ça, mon Dieu, c'est extrêmement ancien. On entre en guerre. Est-ce qu'on va gagner ou est-ce qu'on va perdre davantage qu'en ne la faisant pas, la guerre, qu'en négociant simplement? Bon, ça, c'est vieux comme les premières cités sumériennes, cette question. Mais il y a une autre raison. C'est la multiplication des acteurs. C'est-à-dire que non seulement tout le monde discute avec tout le monde, par peur de la guerre, donc ça, c'est les États, qui, eux, peuvent faire la guerre. C'est depuis les traités westphaliens du XVIIe. Les États font la guerre. Il y en a 193 à l'ONU, une dizaine de non reconnus. Mais vous avez maintenant les multinationales. Je dis maintenant, c'est pas nouveau. Enfin, il y a des multinationales. Vous avez des ONG très importantes, culturelles, humanitaires, religieuses, bien sûr, que sais-je encore. Okay. Vous avez les fameux GAFA ou GAFAM, qui sont en train de prendre des claques d'ailleurs. On pourrait y revenir si vous avez des questions tout à l'heure. Vous avez des personnalités. Jeff Bezos, il fait une annonce, son annonce, elle peut potentiellement, d'abord sur la bourse, ça c'est sûr, mais sur différents secteurs d'activité très stratégiques pour le coup, notamment l'aérospatiale, elle peut avoir de véritables effets. Et il a les moyens d'annoncer des choses extrêmement sérieuses. À plus de, je crois, c'est 100 milliards, ça devient extrêmement sérieux. Bon. Donc, et vous avez, par ailleurs, je vous le disais, la boucle sera bouclée, le retour d'église, là je ne parle pas d'ONG religieuse, je parle véritablement d'église avec un E majuscule, au sens évidemment générique du terme, qui remonte en force ou qui tente de reprendre du poil de la bête. Eh bien, à peu près tout le monde discute avec à peu près tout le monde. J'oubliais d'ailleurs, l'infranational, j'oubliais les régions, j'oubliais des États fédérés, et cerise sur le gâteau, des groupes terroristes. On essaye en sous-main, le plus souvent, de discuter, en tout cas avec certains membres de certains groupes parmi les plus dangereux, pour qu'ils aillent faire leurs bêtises ailleurs. Non, mais je dis pas ça uniquement pour les Anglais. Mais... Voilà. Chez eux, il n'y a pas de problème quand c'était chez les autres, mais quand ça tapait chez eux, là, ça n'allait pas. Bon. Donc là, ils ont commencé à réviser un tout petit peu leur façon de juger ou d'appréhender les terroristes. Donc ça, me semble-t-il, c'est à la fois une définition telle que je vous ai donnée, et cette nouvelle liée donc à cette guerre au Cachemire, qui me semble extrêmement importante. Enfin, et là c'est vraiment tout dernier point, je fais très attention de ne pas dépasser. Le dernier point est le suivant. Alors c'est pas de moi, je vais vous citer Bourdieu.
et prenez-le pour vous. Je pense que ça peut vraiment, très sincèrement, vous intéresser. Bon, tu étais un sociologue qui est mort en 2002. Pas fan, hein, mais c'est un type très intelligent. Et ça, je trouve que cette formule-là, elle est absolument fondamentale. Le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. Le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. En octobre-novembre 2020, M. Erdogan, à la tête de la Turquie, a décidé de mener, d'ailleurs ce n'était pas nouveau, hein, une politique une campagne d'exploration gazière en Méditerranée orientale. Vous savez qu'on trouve beaucoup de gaz maintenant en Méditerranée orientale, un peu partout, il y en a en Israël, il y en a devant Gaza d'ailleurs, il y en a devant le Liban, bref bon. Et les Turcs ont un chapelet d'îles grecques tout autour, et bon, qui les gêne, ils voudraient renégocier, mais enfin la façon de renégocier de M. Erdogan est pas, si vous voulez, bon, donc est pas très accommodante. Alors, M. Erdogan avait envoyé 2 bateaux de guerre, et pour escorter un bâtiment de surface pour, voilà, qui lui, en principe, qui devait lui permettre de savoir si oui ou non il y avait du gaz naturel, bon, et d'explorer. Or, c'était pas ces eaux territoriales souveraines, du tout. Okay, c'était les eaux territoriales grecques. À l'époque, il n'y avait pas de pilote dans l'avion, autant. Vous allez voir pourquoi je développe ça rapidement. C'était M. Trump, donc il n'y avait pas de pilote dans l'avion. Et donc, M. Erdogan pouvait faire absolument ce que, bon, lui semblait. Qui a pris... Je ne suis pas encarté, hein, mais vraiment, hein, ni encarté, ni partisan. Vraiment pas, sincèrement pas. Qui a décidé de mettre le holà à quelque chose qui était très problématique au sein de l'OTAN vis-à-vis d'un allié de l'Union européenne, à savoir la Grèce, c'est Emmanuel Macron. Le tandem Macron-Le Drian. Qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé un navire de guerre, on a dépêché un navire de guerre, okay, et dont les hélices fonctionnaient, commençaient par ricaner, et voilà, et on l'a envoyé sur zone, et on a dépêché, dans le même temps, en Grèce, 18 Rafales. Alors, très spontanément, et très simultanément, et très concomitamment, M. Erdogan a annoncé fièrement que la campagne de prospection gazière venait de s'achever avec un véritable de vraies perspectives de succès et que maintenant, les marins pouvaient rentrer au port. Bah ouais, tu penses, ouais. Donc, cassos, quoi. Alors, je vais vous dire, à la fin des fins, est-ce que la France, de ce point de vue-là, je pourrais prendre d'autres exemples, est une grande puissance? Vous pouvez, on pourra discuter tout à l'heure si vous voulez, de mains éléments. On peut utiliser des critères et des paramètres tant qu'on veut, on peut les multiplier. Il y en a un qu'il ne faut jamais oublier, le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. Monsieur Erdogan, qui lui n'est pas un militaire, donc je pense que c'est son chef d'état-major qui a dû lui dire, vous savez, Monsieur le Président, là, c'est un bateau sérieux qui s'approche, on a 2 radeaux de la Méduse, si vous voulez, s'il y a un accident, c'est pas nous qui gagnons. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Erdogan? Il raconte n'importe quoi, puis il s'en va. Donc, le pouvoir qu'on a prêté à la France, de la même manière que lorsque les navires de guerre chinois tentent d'empêcher la frégate Vendémiaire de passer dans un rail maritime international, hein, à savoir entre Taïwan et la Chine, sauf que le Taïwan, bien sûr, la Chine ne le considère pas comme international, puisque la Chine considère que ça, c'est partie de la Chine. Donc évidemment, l'intégralité de cette zone, forcément. Or, le monde entier passe bien dans ce rail pour montrer à Pékin, non, c'est un État souverain, c'est comme ça. Y compris la France, pas plus la France que d'autres, mais la France aussi. Et il y a quelques mois de cela, de la même manière, le Vendémiaire a été illuminé avec des menaces et des coups de semonce par la marine de guerre chinoise. Vendémiaire a bypassé et a continué son chemin. Et les Chinois ne nous ont pas tiré dessus. Vous l'auriez su. Le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. N'oubliez jamais que l'un des critères fondamentaux de la puissance, c'est la perception ou c'est la représentation que l'autre ou que les autres ont de vous et de votre puissance. Je vous remercie.